Donc, voici le Jetson Nano. Donc, en gros, si on vient ici en haut, on peut aller voir donc, à propos de cet ordinateur, c'est en anglais. Donc, c'est plus facile à voir tout en anglais quand on cherche de l'aide. En gros, le système d'exploitation, c'est Ubuntu. C'est basé sur le noyau Linux. Et pour l'environnement graphique, c'est GNOME qu'on a. Donc, on a tous les détails ici. Si on veut éteindre le Jetson Nano, on peut tout simplement venir ici donc, et faire shutdown et on va pouvoir fermer donc, le Jetson Nano ou le redémarrer. Et on a donc tout ce qui est ici. À gauche ici, là, on a donc l'explorateur de fichiers. Si je veux voir les fichiers, on peut aller juste ici explorer les fichiers. Tantôt, on va aller chercher justement on va aller chercher des documents, exemple de code qui sont juste ici dans le code texte. On va tester le helloworld.py. On va faire ça dans un instant. Si on veut tester un peu de code, donc on peut aller ouvrir le terminal. Donc le terminal, c'est la même chose que l'invite de commande dans Windows. Donc on peut taper des commandes ici. Dans Windows, par exemple, si je veux lister le contenu d'un répertoire, dans Windows, je ferais dire, là, ça fonctionne ici aussi, mais typiquement dans le terminal, là, sur Linux ou du côté Mac, on fait ls pour pouvoir lister le contenu. Et là, on voit par exemple ici, donc, document qui se retrouve, si je retourne à Home ici, on a donc document toutes ces choses-là ici, donc le document qui est ici. Je peux aller dans le document en faisant cd pour current directory et donc on va juste rentrer document pour dire qu'on se déplace relativement par rapport au dossier dans lequel on travaille. Donc document ts, là vous voyez que j'ai le document qui est là, je peux faire lister encore les dossiers et j'ai code test, un peu comme si je m'étais déplacé juste ici. J'ai que le dossier code test, c'est la seule chose que j'ai là, donc code test. Je peux refaire cd code test et on peut lister le contenu des fichiers et ça va me lister donc le contenu de tous les fichiers que j'ai ici. Si je veux par exemple tester un code test, donc le hello world ici, on pourrait juste l'exécuter en Python. On pourrait d'abord aller le voir, je préfère gedit, donc c'est gedit, c'est un éditeur texte qui vient avec l'environnement graphique GNOME et je peux taper le nom du fichier, donc hello world.py et ça va nous ouvrir ça. J'aurais pu aussi juste double-cliquer ici sur helloworld.py, ça aurait fait la même chose parce que c'est l'éditeur texte par défaut et on a vraiment nos lignes de test. Fait que ça, c'est juste deux modules qui sont importés. C'est l'import OS puis CV2 ici, c'est pour importer tous les modules de vision par ordinateur. C'est le module de OpenCV pour CV pour Computer Vision et je fais juste print test. Fait qu'en gros, si je veux exécuter ce code-là en Python, maintenant je peux juste je vais juste fermer ça, je pense pas juste que je le ferme. Parfait, c'est bon. Il attendait juste que je le ferme parce que j'avais ouvert par rapport à l'invite de commande. Et donc maintenant je peux faire Python. Et même chose ici, taper hello world.py. Là, je sais pas si ça va marcher. Si je vais avoir en Python 3, il faut que je tape Python 3. Si je mets mon 3 après mon N. Donc, et j'exécute ça. Donc, ça devrait importer mes modules et imprimer le test. Donc, c'est bien ça, ça a fonctionné. Fait que ça, c'est une façon d'exécuter du script, mais on le fera pas comme ça. On a un environnement de développement, là, un IDE qui s'appelle VS Code, donc Visual Studio Code, qu'on va utiliser. Ça va être beaucoup plus simple que ça. Aussi, je peux exécuter Python de deux façons. Je peux juste taper Python directement. Tantôt, j'ai hésité, j'ai mis Python, parce que si je fais juste taper Python, ici, vous allez voir, ça ouvre la version 2.7.17 de Python. On travaille avec la version 3 de Python. Fait que juste quitter cette version-là, exit. On va fermer ça. Et là, je vais taper Python 3. Et là, maintenant, on voit ici que je ne suis plus dans le terminal. Je suis vraiment dans Python. Et là, je peux taper des lignes de code directement. Par exemple, je pourrais faire print, ouvrir donc les guillemets. Je peux faire guillemets simple ou guillemets double. On va le voir ça tantôt là, pour du texte. Je vais imprimer du texte, par exemple. On va mettre guillemets simple. Donc, je peux taper bonjour. Bonjour. Donc, bonjour, fermer les guillemets, fermer la parenthèse. Et ça va imprimer bonjour ici. Je pourrais dire A égale à 2, B égale à 3. Je peux mettre un espace ou pas. Puis en fin de compte, je pourrais faire A plus B. Vous voyez ici, si
je renvoie pas A et B, donc le résultat de la somme à une autre variable, ça va m'imprimer le résultat. Un peu comme si j'avais un print, c'est juste ça me renvoie la valeur. C'est parce que je travaille directement donc dans le terminal. J'aurais pu faire C qui est égal à A plus B. Et là, je renvoie A plus B à C, fait que là, ça va pas m'imprimer 5, il faudrait que je fasse print de C. Là, c'est génial, là, C, on sait que c'est un nombre entier, mais en fin de compte, je fais print de C, je fais même pas la conversion en texte, là, puis ça va me... C'est un nombre entier que je fais imprimer. Fait que dans d'autres langages de programmation, je devrais être en train de faire la conversion en une chaîne de caractères, là, mais je peux juste l'imprimer. Ça va m'imprimer 5 aussi. J'aurais pu convertir en chaîne de caractères, mais c'est pas nécessaire. Puis on peut voir aussi toutes les variables qui sont là. Ça, c'est quand même pratique quand on travaille. Juste imprimer locals, ça va tout faire afficher les variables locales. Donc, ça le fait sous la forme d'un dictionnaire. Il y a beaucoup de choses qu'on voit avant. Là. Mais en faisant un dictionnaire, là, ça nous perd donc une clé et une valeur. Fait que là, la clé, c'est le nom de la variable. Par exemple, ici, on a une variable qui s'appelle name et sa valeur, c'est main. Puis en fait, j'ai des doubles barres de soulignement avant et après. Les trois variables que j'ai faites finalement, là. Donc A entre guillemets, donc c'est une variable, la valeur 2. B entre guillemets, le nom de la variable B, 3. Et C qui est égal à 5. Fait que là, on peut juste quitter ça, faire un exit, juste faire un petit clear pour tout effacer ce qu'on a fait. Et là, on va lancer justement Visual Studio Code dans lequel on va travailler. Donc, ça nous ouvre Visual Studio Code. Je vais quand même fermer ça un petit peu. On va juste baisser le terminal. Puis, je vais fermer ça ici. En gros, ça se pourrait que votre version, vous ayez déjà quelque chose qui est ouvert, un dossier qui est ouvert. Là. Vous pouvez aller en haut ici, faire File, Close. C'est un dossier qui est ouvert, je pense que ça va faire Close. Vous allez pouvoir choisir Close Folder ici. Je sais pas pourquoi, là, juste Open. Comme j'ai pas de dossier qui est ouvert, je pense que si je fais un Open Folder, je vais ouvrir un dossier tout de suite. Document, c'est mes codes tests, je vais ouvrir ce dossier-là. Donc, si j'avais un dossier qui était ouvert, donc ça m'apparaîtrait comme ceci. Fait que là, j'ai comme pas mal de choses qui sont là. Je pourrais venir faire un file. Puis là, maintenant, je peux faire Close Folder. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous allez faire File, Close Folder. Et là, vous allez retourner donc à l'entrée. On va faire New File, on peut le faire par ici, New File. On peut faire File, New File juste ici. Les deux fonctionnent. Je vais faire File New. Et là, ça me donne le choix de faire un Jupyter Notebook. Fait que pour faire nos premiers codes en Python, on va prendre un Jupyter Notebook. Ça nous permet de voir les variables assez facilement. C'est quand même pratique Jupyter Notebook pour faire des codes tests. Alors, on va y aller avec ça. En fait, je vais juste mettre un petit environnement Markdown en premier. Puis, ici, cette cellule-là, je vais juste l'effacer. Avec le Markdown, c'est juste pour... On peut écrire du texte là-dedans, c'est pas du code. Là. Fait qu'on pourrait dire... on va regarder, explorer d'abord les types standards de valeurs. Donc, les types standards. Parfait. Et là, si je tape à côté, donc je peux ajouter une cellule de code comme ça. Ou si j'ai cliqué à l'arrière, donc je vais juste taper sur A, ça devrait m'ajouter du code. Ouais, ça me l'a ajouté avant. Ou en fait, j'avais juste on pouvait aussi faire plus code après. Là. Je pense que ça va être plus facile de jouer avec les clics. Je pense que c'est B, c'est before. Donc, je vais juste faire un plus code ici, puis ça va m'ajouter donc du code juste après. Puis on peut faire ça à chaque fois. On peut s'en ajouter quelques-unes, parce qu'on va en avoir pas mal à ajouter. Donc, je peux taper ici dans une des cellules. Et la première valeur qu'on peut mettre, c'est par exemple juste un entier comme ça ici. Ça va être une valeur entière. Là. Typiquement, c'est un int qu'on devrait avoir. Fait que si pour exécuter la cellule, je peux juste peser sur CTRL entrée, puis ça va exécuter cette cellule-là. Si je fais simplement entrée, ça va rajouter une ligne. Là, je vais rajouter print de A pour qu'on puisse bien voir c'est quoi la valeur. Et là, il faut que je choisisse la première fois, donc c'est quoi le noyau qu'on va prendre. Donc ici, on va prendre le kernel 3.6.9. C'est lui qu'on utilise. Et là, ça va prendre un petit bout de temps parce qu'on a choisi le kernel et il devrait nous exécuter ça. Ouais, ça prend un petit peu de temps. Fait que là, on voit le 2 qui est ici. Et là, je pourrais ajouter donc voir le terminal. Là, je peux cliquer ici, faire un New Terminal en bas. Et là, on peut avoir l'environnement Jupyter. Ça, c'est pratique parce qu'on peut voir nos variables. Donc là, on voit bien que mon A que j'ai mis ici, c'est int, une valeur entière. Son nom, c'est A. Et sa valeur, c'est 2. Donc, on peut aller s'amuser donc avec des nouvelles valeurs. Par exemple, si je tape B qui est égal
à 2.0. Ici, je vais faire un entrée, puis je vais faire un print de B. Là, maintenant, j'ai simplement rajouté un point. Et si j'exécute cette cellule-là, je peux faire cliquer la flèche ou maintenir CTRL et entrée. On voit ici, mon B, c'est une valeur float, donc c'est plus un entier, parce que j'ai mis le 2.0 ici. À noter, j'aurais pu aussi juste mettre 2 points et exécuter ma cellule. Ça m'imprime quand même 2.0, pas besoin d'ajouter le 0 après, juste le 2 puis le point. Fait qu'un point, c'est suffisant. Je préfère mettre 0, esthétiquement, c'est plus beau quand on a notre 0 qui est là. Donc, on peut aussi explorer avec d'autres types de données, donc par exemple les chaînes de caractères. Fait que, on va appeler ça hello. Et ici, j'aurais pu mettre une chaîne de caractères simple, je pense que j'avais fait ça tantôt, ou on préfère, je veux dire les guillemets simples ou les guillemets doubles. Fait que si je mets les guillemets doubles, il faut que je mette guillemets doubles avant et après. Là, je peux simplement faire un print de C, je vais faire print hello. Donc ici, un hello ici, on voit C, str, hello. Et là, en fin de compte, notre chaîne de caractères, on a une taille, donc c'est la longueur de notre chaîne de caractères. On aurait pu aussi aller chercher la longueur de la chaîne de caractères avec des fonctions, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, il y a d'autres chaînes de caractères. J'aurais pu faire ici justement avec les guillemets simples, par exemple. On va tester avec les guillemets simples. On va appeler Bob, je ne sais pas pourquoi. Je pense à d'autres chaînes de caractères. Donc, print de D. On voit ici, même les guillemets simples, D, c'est aussi une chaîne de caractères. 3 parce qu'on a 3 lettres. Quand on écrit Bob, j'aurais peut-être pu écrire Bob avec un B majuscule, comme ça. Et ensuite, on va continuer à s'ajouter donc du code en bas. S'ajouter quelques lignes, je vais juste dérouler ici tranquillement. L'autre sens. Parfait. Donc ensuite, on pourrait aussi tester d'autres types de chaînes de caractères. Nous, on va envoyer des données, des chaînes de caractères sous la forme d'octets, donc en anglais bytes, là, le B-Y-T-E-S, donc les octets. On peut aussi encoder notre chaîne de caractères sous forme d'octets. Par exemple, je pourrais réécrire hello ici, mais là, je vais simplement rajouter après ma chaîne de caractères un point encode. Ça, c'est donc ma fonction qui va permettre, donc une fonction qui va agir sur la chaîne de caractères, qui va la transformer. Donc on pourrait la mettre encode généralement ASCII. Typiquement, l'encodage, on va prendre du UTF-8, et là donc, on va juste faire un print après ça de ça, print de E, et si je fais un print de E ici, on voit que juste un petit B avant, fait que le B c'est pour bytes, c'est pas pour binary, c'est pas pour bytes, c'est pour nous dire qu'on a une chaîne d'octets. Et si je vais juste en bas ici, je vais peut-être grossir la partie de mon terminal pour qu'on puisse tout voir en même temps. Il veut pas. Donc ici bytes, vous voyez. Donc j'ai mon hello, mais j'ai un petit B devant. Puis le B c'est juste pour spécifier que c'est une chaîne donc de bytes. J'ai quand même mes 4 éléments. Fait qu'au lieu d'avoir str, j'ai des bytes. Fait que donc quand on va faire la communication sérielle, envoyer des commandes sérielles, il va falloir qu'on mette notre texte qu'on va envoyer et il va falloir l'encoder. Et en fait, quand on va recevoir les données sérielles, il va falloir les décoder. Fait qu'il va y avoir une commande donc, pour décoder ces valeurs-là. Fait que ça, c'est pour les données sous forme de bytes. Les chaînes de caractères, il y a aussi l'option de formater la chaîne de caractères. On appelle ça un f-string, mais ça va rester quand même une chaîne de caractères. Fait que là, ici, non, c'est le raw string que je vais faire en premier, là, je m'excuse. Donc, F. On peut mettre juste un petit R devant notre chaîne de caractères pour dire c'est un raw string. Et donc, envoyer le test ici. Donc, par exemple, je peux faire un print de F après ça. Oups, je n'ai pas fait mon print. Print de F. Ici. Fait que ça, c'est surtout pratique les raw strings dans Windows quand je vais envoyer les séparateurs de fichiers, là, parce que souvent c'est un caractère, donc la barre oblique c'est pour échapper des caractères dans les chaînes de caractères. Fait que le raw string nous permet d'inclure ces barres obliques là, ces espèces de petites barres obliques. Petit instant, ici, je n'arrive pas à le faire correctement. Donc ça nous permet de mettre ça dans notre chaîne de caractères. Si j'exécute ça ici, on voit donc que j'ai la chaîne de caractères qui est ici. Si j'avais pas mis ça dans ma chaîne de caractères, je pense que ça m'aurait fait un espace dans ce cas-là, ou peut-être pas.
Ok, non, il me laisse la barre oblique pareil. Mais donc, ça pourrait être problématique si on n'avait pas ça. Fait qu'on va voir notre drawString. C'est quand même important. Fait que ça, c'est pratique, mais pas surtout pour les chemins de fichiers que j'utilise ça. Ensuite, il va y avoir le fstring, donc pour tout ce qui est formatage. Donc, je vais mettre G et je vais taper un petit F devant. F, donc c'est pour la partie formatage. Il y a aussi la fonction .format après, mais le fstring est beaucoup plus intéressant là. Par exemple, ici, je pourrais écrire par exemple la valeur de A, donc ma variable A qu'on avait établie au début, là, qui était 2, et en fin de compte, là, juste ouvrir les accolades, et je mets, oups, ça c'est pas les accolades, je mets mes accolades, et je mets un A ici, et là donc, ça va me permettre de remplacer la valeur numérique A, puis de l'inclure dans le texte directement. Et donc, je vais faire un print ensuite de G, et si je fais un entrée de tout ça, on voit la valeur de A et 2 finalement. Fait que ça se fait excessivement bien. Là. Fait que les F-strings, c'est extrêmement puissant pour écrire du texte puis inclure des valeurs numériques. C'est vraiment là, comme ça nous sauve beaucoup la vie quand on code en Python. Là, les F-strings, j'adore ça. Puis on peut donc remplacer, je pourrais avoir plusieurs variables. Je pourrais avoir aussi E. Je pourrais mettre n'importe quel autant d'accolades que je veux finalement avec les variables qu'on a. Donc, ça c'est pour les f-strings. Ensuite, on a tout ce qui est liste. Donc, par exemple, je traduis à H pour mettre une liste typique. Donc, je pourrais mettre 1,2,3 et je mets un 4. Donc, je pourrais faire print de H après ça. Donc, j'ai ma liste ici. On va tantôt voir plus longtemps comment aller justement là, faire l'indexation des listes, aller chercher un élément ou plusieurs éléments. Je peux vous montrer donc une liste. On a aussi les tuples, ça arrive quand même assez fréquemment, surtout dans les valeurs qu'on envoie, qu'on retourne d'une fonction. La plupart du temps qu'on veut utiliser les tuples à ce moment-là. Et donc ici, si je mets les tuples, donc je mets des guillemets, fait qu'il n'y a pas des guillemets, mais des accolades, pas des accolades, mais des parenthèses. Fait que si j'ai tout ce qui est donc l'espèce de parenthèse carrée, là, les brackets, et les crochets plutôt, je m'excuse pour l'anglicisme. Et ici on a donc les parenthèses, pas les parenthèses, ouais, c'est les parenthèses. Donc ici, on va rentrer les valeurs numériques, donc 1,2,3, et je vais faire un print ici, donc de i. Et on voit donc mon tuple qui est ici. Fait ici, on voit bien le H, c'est une liste. Et ici, le I, c'est un tuple. Puis même avec l'explorateur, on peut aller voir les valeurs. Mais si je clique ici, ça va m'ouvrir. Je pense que c'est le Data Viewer. Puis on va pouvoir voir chacune des valeurs. Mais donc, on a 3 valeurs qu'on voit ici, c'est correct. Si on avait une plus grande liste, on aurait pu ouvrir grâce au Jupyter Notebook toutes nos valeurs. C'est quand même pratique pour tester des choses, aller voir nos valeurs. Fait en gros, c'est rare qu'on va coder dans le Jupyter Notebook, là, à part pour tester quelque chose ou pour apprendre à programmer. Là. Mais c'est beaucoup utilisé plus pour les sciences des données. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, parce que c'est quand même pratique. On peut visualiser tout ce qu'on fait au fur et à mesure, là, ça vaut la peine. Mais pour nous, on va tout directement travailler dans l'éditeur de texte. Ça va être beaucoup plus simple pour faire les fonctions qu'on veut faire. Donc, on a ça. Ensuite, il y a les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est un petit peu compliqué. On a vu tantôt c'était quoi, ça va de quoi un dictionnaire. On va me rajouter encore quelques espaces pour le code. On ne va pas voir tant de choses que ça encore. Donc les dictionnaires, ça je t'ai rendu à H-I-J. On va faire notre premier dictionnaire. Par exemple, si je voulais, là, je vais mettre mes accolades ici. Le premier, par exemple, je pourrais vouloir, je sais pas, écrire des notes. Là, j'aurais peut-être Joe. Donc j'ai une clé à laquelle j'essaie une valeur. Je vais mettre que j'ai eu 60. Ça c'est ma première, mon premier lien, donc clé valeur. Clé c'est Joe. La valeur c'est 60. Ensuite, je pourrais mettre, je peux mettre des guillemets simples, des guillemets doubles, mais je vais quand même rester avec les guillemets simples tout le temps. Donc je pourrais écrire pat. Une autre valeur, oui, 80. Puis, on va reprendre Bob.
Bob, lui, il a eu 100%. Comme ça, fait que donc en fin de compte, je sépare les valeurs par des virgules, et entre ma clé et ma valeur, j'ai des 2 points et on a des accolades. Et ensuite, je peux juste faire un Enter, et je pourrais faire print de J, on va imprimer le dictionnaire au complet. Donc, on voit ça ici. Fait que là pour l'instant, on voit juste que c'est un dictionnaire. On va voir comment aller chercher les éléments un petit peu plus tard. Donc, pas dans cette vidéo-ci, mais dans une vidéo prochain. Ensuite, ça, c'est pour les dictionnaires. Si on regarde donc les valeurs booléennes, ben, je peux par exemple HEJK. Donc, je pourrais mettre true, par exemple, ou false. Et là, je pourrais juste faire un print de K. Oups. Donc, les valeurs booléennes, c'est soit true ou false, avec une lettre majuscule. Et je fais un print de K ici. Comme ça va me mettre vrai. On aurait pu mettre aussi false. On voit ici donc K booléen. True. Même chose pour le dictionnaire. Je vois le dictionnaire. Puis 3 parce que j'avais 3 paires d'éléments. Donc clé valeur, clé valeur, clé valeur. Et un autre type de données aussi que j'ai pas mis, c'est L. Donc je vais mettre none. On peut mettre aussi aucune valeur. Puis pas nono, mais none. Et là, je vais juste dérouler ici. Et faire un print de L. Et c'est pas de valeur. Donc none ici. Fait que donc le non tag. Fait que ça, c'est pas mal les types standards que j'ai dans Python directement. Fait que ça, c'est un peu la fin donc, de cette vidéo-là d'introduction au Jetson Nano et à Python. Donc on se voit dans une prochaine vidéo où on va travailler avec les conversions de données.